Vous savez pourquoi on est là, on est en novembre, c'est donc l'heure de faire mes favoris culturels du mois d'octobre. En octobre, j'ai beaucoup plus de films que de livres à vous présenter parce que j'ai regardé des films vraiment géniaux. Mais on va commencer par les livres. J'en ai 4 dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, vous vous en doutez, c'est Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. J'ai fait toute une vidéo de 30 minutes où je parle de ce livre, donc je pense que c'est pas la peine d'insister. Mais pour résumer, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, c'est une histoire d'amour entre deux femmes qui est interrompue par quelque chose d'un peu tragique. Et c'est un roman qui a des aspects vraiment très poétiques, qui est vraiment réussi malgré des défauts très importants dont je parle dans ma vidéo et qui sont propres de la littérature contemporaine selon moi, mais sinon c'est vraiment un très bon livre que je vous recommande, que j'avais envie de lire depuis un moment et je suis assez contente de l'avoir lu. Et voilà, allez voir ma vidéo parce que je vais pas me répéter. Ensuite, là c'est le banger de ce mois-ci, j'ai lu un des meilleurs romans jamais écrits, je pense. Ce roman, il est dans l'anthologie Roman fin de siècle, encore une fois. Donc vous aurez une review bientôt, enfin bientôt, je suis vraiment pas avancée dans le livre, mais vous aurez une review quand j'aurai fini toute l'anthologie sur tous les livres de l'anthologie. J'ai lu donc le 4e de cette anthologie qui est Le chercheur de Tár de Catulle Mendes, qui est un roman de 1898, et c'était juste incroyable, mais vraiment incroyable. C'est l'histoire d'un garçon qui, depuis sa naissance, cherche constamment à voir le négatif, donc à voir le vice, à voir la tare qui se déguise dans tout ce qui lui paraît beau au premier abord. Et bon, vous vous en doutez, la vie, c'est pas fou pour lui, parce qu'il cherche tout le temps à trouver le mal partout, et à force de chercher, vous trouvez toujours quelque chose de négatif chez les gens ou dans tels aspects de la société. C'est un roman qui est construit en livre, enfin en cahier. Donc en fait, au début, vous avez l'histoire d'un groupe d'hommes. Chaque groupe d'hommes, il y en a 7 évidemment, représente un aspect de la société. Donc vous avez la guerre, l'argent, l'amour, etc. Et ces hommes vont fonder leur petit cercle où ils parlent entre eux, machin, bon bref. Et un jour, ils vont être interrompus par Arsène Gravache. Arsène Gravache, qui va faire le gros rabat-joie en gros, et qui à la fin va leur donner un cahier à chacun. Donc chaque cahier est une partie de la vie d'Arsène Gravache qui est dédiée au thème représenté par l'homme à qui il le dédie. Donc par exemple, quand il dédie son cahier à Roméo, à celui qui a pris le surnom de Roméo, c'est vraiment moins compliqué que ça en a l'air. Le cahier qui est dédié à Roméo est un cahier qui parle des désillusions de l'amour, en gros. Voilà, c'est assez clair, je pense. Et donc, vous avez 7 cahiers où Arsène Gravache raconte sa vie et raconte ses désillusions et comment cet aspect-là de la société est un aspect vicié et taré. C'est incroyable. Déjà, je trouve que la mise en place, enfin la construction du récit est juste folle. Ça me rappelle un peu, même si ça fait longtemps que j'ai pas vu cet animé, donc ne me croyez pas quand je dis ça, mais moi ça m'évoque vraiment l'image dans Mirai Nikki, quand vous avez le conseil un peu des dieux et qui sont tous sur leurs piliers. Moi ça m'a vraiment donné, c'est vraiment cette image là qui me vient. Après ça a peut-être aucun rapport, mais c'est pas grave. Bon bref, tout ça pour dire que la forme et la construction est vraiment trop géniale. La langue est incroyable et l'histoire est incroyable aussi, donc vraiment je vous le recommande à 10 milliards de pourcents. C'est un de mes romans préférés à partir de maintenant, enfin du moment où je l'ai lu. Et c'était trop génial, c'était vraiment une découverte folle. Voilà, tout ça pour dire que le mouvement décadent reste le meilleur mouvement de l'histoire littéraire, tout siècle confondu. Ensuite, ça je vous en ai parlé dans mon dernier vlog lecture. Non, je vous en ai parlé dans mon vlog de thèse, journal de thèse numéro 2. J'ai lu The Crimson Weaver, qui est une nouvelle de, je sais plus comment il s'appelle, et bon, je vous en ai déjà parlé du coup, mais c'est une nouvelle décadente aussi en anglais qui est disponible sur Google Books, sur une femme qui a besoin de sang pour vivre et donc qui tisse sa robe rouge à partir du sang des hommes qu'elle piège chez elle. C'est une nouvelle très courte qui est très très bien écrite, vraiment le style est hyper beau et je trouve cette
l'image, enfin la manière dont c'est décrit dans la nouvelle, c'est vraiment hyper beau. Moi, ça correspond très bien à tout ce que j'aime en littérature, donc je vous le recommande encore une fois. Et le dernier livre que j'ai aimé ce mois-ci, c'est Resurrecting Jeanne de la Vaudère de Sharon Larson. Ça aussi j'en ai parlé 1 milliard de fois je pense. C'est du coup la seule biographie existante à ce jour de Jeanne de la Vaudère. Jeanne de la Vaudère qui est une autrice décadente dont j'ai parlé dans ma vidéo qui s'intitule Une autrice oubliée, Jeanne de la Vaudère. Cette biographie donc, elle est très intéressante. Évidemment, ça reste une biographie, donc moi j'aurais aimé que le côté littéraire en fait soit beaucoup plus poussé, mais en vrai c'est bien que ce soit pas fait parce que c'est un peu ce que je suis censée faire dans ma thèse, donc je vais pas la ramener. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les chapitres littéraires sur la subversion, sur le plagiat, sur s'approprier un texte masculin. C'était quand même assez en surface, ce qui est normal pour une biographie, mais si jamais c'est une écrivaine qui vous intéresse, je vous recommande de lire ça. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Voilà, c'est juste que moi j'ai aimé. Et on va passer au film que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, j'ai regardé enfin le Nosferatu de Murnau de 1922. Murnau, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et j'avais vu L'Aurore de lui, qui est un très très beau film muet, qui est un film d'amour aussi. Et donc Nosferatu, c'est son interprétation tout simplement de Dracula, enfin du film de vampire. C'était très beau, c'est toujours extrêmement bien filmé chez Murnau. Le jeu d'ombre est incroyable, c'était super. C'est très textuellement proche du livre, je trouve, donc en termes d'intrigue, il n'y a pas plus d'intérêt que ça, mais c'est un film qui a vraiment eu une influence énorme sur toutes les autres adaptations de Dracula après. C'était super, de toute façon je peux pas vraiment critiquer Murnau, qui suis-je pour critiquer Murnau. Ensuite, j'ai vu Canine de Yorgos Lanthimos, qui est un film de 2009. Vous savez, ou pas encore une fois, je pars du principe que vous regardez toutes mes vidéos. Vous savez peut-être que j'adore le cinéma de Yorgos Lanthimos, sauf pour Things, mais bon ça... Voilà, c'est une discussion que j'ai déjà eue, je crois, sur cette chaîne. J'ai vu Canine. Canine, c'est un film dans lequel vous suivez une famille, et en fait, c'est un père et une mère qui ont construit une sorte de secte avec leur famille. Ils font croire à leurs enfants plein de choses complètement délurées, mais entre autres que le monde extérieur est hyper nocif, et qu'ils ne peuvent pas sortir sans danger tant qu'ils ne sont pas prêts, et le signe qu'ils sont prêts, c'est quand leur canine tombe d'elle-même. Et en fait, c'est hyper intéressant sur le fonctionnement des sectes, parce que vous voyez tout de suite la première scène du film, c'est la scène où vous voyez les enfants en train d'apprendre du vocabulaire qui est totalement faux, en fait. Et en fait, c'est comme ça que vous faites une secte et que vous changez la vision du monde de quelqu'un. C'est par le langage, et c'est en manipulant en fait la manière dont ces personnes s'expriment, mais surtout dont ces personnes pensent. C'est ça vraiment le plus important, c'est que si vous voulez manipuler la pensée de quelqu'un, vous devez manipuler en fait son langage, et vous devez donc contrôler le langage qu'elles reçoivent. C'était trop bien. Je trouve que Yorgos Lanthimos, enfin c'est pas que moi qui trouve, mais je trouve que Yorgos Lanthimos est hyper fort pour décrire ces relations très cliniques entre les êtres humains. C'est toujours des relations vraiment très aseptisées. C'est quelque chose qu'il y avait dans son film Alps que j'avais beaucoup moins aimé, et où on dirait vraiment qu'il a essayé de refaire Canine, mais c'était beaucoup moins bien. Mais c'est vraiment cette manière de se parler qui est dénuée totalement d'émotions, parce que si on vous apprend pas les émotions, bah ça ne peut pas être exprimé correctement. Et c'était vraiment trop bien, hyper bien. La scène de fin, je n'en dis pas plus. Mais franchement, c'est hyper bien, hyper intelligent. C'est porteur d'une multitude de réflexions qui sont elles-mêmes hyper intéressantes sur le langage humain, sur les relations humaines, sur l'impact des objets culturels sur notre nature. Et justement sur cette nature, est-ce qu'il y a une nature humaine, ou est-ce que c'est juste de la culture pure? Voilà. Très différent ensuite de ce que je regarde, qui est assez dérangeant quand même souvent. J'ai regardé Les Amours d'Anaïs, qui est un film de Charline Bourgeois-Taquet, qui est sorti en 2021, avec Anna Girardot, qui est... Non, pas du tout.
avec Anaïs de Moustier, qui est une actrice que j'adore, enfin les deux je les adore, mais du coup voilà, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et Les Amours d'Anaïs, c'est l'histoire d'une femme qui est assez frustrée par ses relations avec les hommes parce que elle est très pétillante et papillonnante et les hommes essaient sans cesse de la mettre dans une case, de l'arrêter en fait, de la mettre vraiment dans une case. Enfin, voilà, de la mettre dans une case tout simplement. Et donc elle est assez frustrée par ses relations avec les hommes. Et un jour elle va rencontrer une femme qui est la femme de son amant du moment. Et ça va devenir une obsession vraiment parce que c'est une femme libre et qui a l'air aussi libre qu'elle et aussi papillonnante qu'elle. Et donc il y a une vraie osmose qui se crée entre les deux. C'est un film qui est hyper beau et qui est drôle en même temps. Et je vous le recommande parce que, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Je vais peut-être arrêter de dire que je recommande tout ce dont je parle. Ensuite, j'ai vu La Prisonnière. On parle toujours de cage. Franchement, il y a un fil. La Prisonnière, c'est un film de Henri-Georges Clouzot, si je me souviens bien. Je sais pas, j'ai pas noté. C'est 50 nuances degrés, version film d'auteur. Je pense que je trouverai pas de meilleure manière de décrire ce film. Ça veut dire que vous avez des plans qui sont d'une beauté incroyable, surtout au début du film, c'est hyper beau, il y a des jeux avec les effets visuels, ça fait très surréaliste, fever dream, vous voyez. Et en même temps, c'est l'histoire toute simple d'une femme qui se rend compte qu'elle a des désirs un peu différents de la moyenne et qui est tiraillée entre sa relation très simple avec un homme sain et sa relation pas malsaine parce que un petit peu malsaine. Bon bref, cette relation très complexe avec un homme qui lui fait se rendre compte qu'elle a ces désirs-là, donc ces désirs très sadomasochistes. En fait, la première partie du film est vraiment hyper bien parce que c'est le moment où la femme découvre qu'elle a ces désirs et cède petit à petit à la tentation de les réaliser. Mais dans la deuxième partie du film, ça devient très chiant. J'ai pas trop aimé la deuxième partie, la première partie est très bien, et juste pour les plans visuellement qui sont un peu fous, je vous conseille quand même de le regarder. Mais voilà. Ensuite, il reste 2 films. J'ai regardé Joyland qui était sorti au cinéma il y a pas très longtemps. J'en ai parlé dans mon dernier vlog lecture, je crois. Je sais plus. Je sais plus de quoi je parle. Mais du coup, j'ai vu Joyland et je vous en ai déjà parlé, donc je vais passer assez rapidement. C'est un film sur un homme dans une famille pakistanaise qui est un homme au foyer et sa femme travaille et en fait, mais il s'en prend un peu plein la gueule parce que du coup, il travaille pas et donc il va se mettre à travailler. Il va travailler dans un théâtre érotique, ce qui n'est pas très bien vu évidemment, et à cause de ça, sa femme va devoir arrêter de travailler. Et donc vous avez en fait 2 destinées qui vont être très tragiques, celle de la femme qui se retrouve à devoir rester à la maison alors qu'elle déteste ça et qu'elle a jamais voulu faire ça, et celui de l'homme qui travaille et qui se rend compte qu'il y a un monde qui le rend heureux, mais forcément le fait qu'il se noie un peu dans ce monde fait qu'il laisse totalement de côté sa famille et sa relation avec sa femme. C'est un très beau film qui est très bien filmé vraiment, qui est triste, mais c'est pas grave, et qui est vraiment très intéressant sur ces questions justement de responsabilité masculine, de violence, dans le sens la violence de la domestication pour les femmes, toutes ces questions-là qui sont hyper intéressantes et qui méritent, je pense, d'avoir leur place au cinéma. Et enfin, je suis allée voir L'Amour ouf au cinéma, donc le film de Claude Lelouch, Gilles Lelouch, le film de Lelouch, qui est sorti en 2024, avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. L'Amour ouf, c'est un film que j'ai adoré, vraiment. Alors je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais moi j'ai trouvé ça trop cool. C'est un film un peu... Pour moi, c'est un peu le 3 mètres au-dessus du ciel de 2024. C'est un film de bad boy et de jeune fille qui tombe amoureuse du bad boy, mais en même temps, c'est pas la jeune fille première de la classe, toute sage et tout, parce que ça reste une fille qui a quand même son degré d'insolence et son degré
de colère et de rage envers le monde, quoi. Donc on n'est pas trop dans le cliché non plus. C'est une histoire qui se fait sur toute leur vie, en fait. Donc on les voit dans l'enfance, on les voit dans l'adolescence, puis on les voit à l'âge adulte. Et j'ai trouvé ça trop cool. C'est pas le meilleur film de la Terre, mais je trouve que c'est une proposition vraiment trop intéressante dans le cinéma français. Moi, le film dure 2h40, honnêtement, j'aurais pu regarder 2 heures de plus de leur relation, il n'y aurait pas eu de soucis. Je trouve que les personnages sont vraiment bien faits. Alors, il y a beaucoup de maladresse dans les dialogues, on est d'accord, tout n'est pas incroyable, mais j'ai trop aimé l'image, j'ai trop aimé les musiques. Ça se voit en fait que le réalisateur s'est vraiment amusé avec son sujet, et je trouve que quand un réalisateur arrive à faire passer ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable pour le spectateur, forcément. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ça va être un de mes films confort, je pense, maintenant. Et pourtant, je suis pas du tout film de mafieux gangster habituellement, mais celui-là marche vraiment hyper bien. Et j'ai trouvé que c'était drôle, et j'ai trouvé que c'était triste, et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. On peut pas reprocher à un film de nous dire que l'amour c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, parce que c'est vrai. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir des films qui nous rappellent ça. On a fini avec les livres et les films, et je vais vous parler maintenant d'autres petits trucs. Au théâtre, je suis allée voir la pièce She Was a Friend of Someone Else, qui est la pièce d'une dramaturge polonaise. C'est sur la Pologne. Donc c'est une pièce de théâtre qui commence avec l'interdiction de l'avortement en Pologne, et ça parle en fait d'épuisement militant, de la difficulté de se rassembler pour dire non à quelque chose d'aussi grave quand ça fait des années et des années qu'on s'oppose à quelque chose comme ça, et qu'on finit par se dire qu'on peut plus rien faire et que ça sert à rien parce qu'il n'y a rien qui change. C'est une pièce qui parle de la difficulté à maintenir la sororité sur la longue durée. Comment est-ce qu'on fait pour, malgré les échecs et malgré le temps et l'énergie que ça prend, maintenir une ferveur et une énergie militante. C'est hyper bien maîtrisé, je trouve. C'est très bien fait et on ressent vraiment toute cette frustration. Donc, si jamais ça passe dans votre ville, je sais pas, mais vous pouvez aller le voir. Ensuite, il y a un tableau que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé, c'est La femme chauve-souris. C'est le tableau qui était en couverture de Cette femme qu'ils disent fatale de Mireille Dautin-Orsini, qui est un livre sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse. Et bon, moi je suis dans ma période femme fatale là pour la thèse, donc c'est pour ça que je parle un peu que de ça. Vous allez voir la prochaine vidéo, qui sortira peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines, qui est centrée un peu sur les femmes fatales, donc on va en reparler. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup ce tableau, je le trouve cool. Je peux pas dire grand chose de plus là-dessus. Et je vais finir avec un autre truc un peu cool. C'est un site que j'ai découvert qui s'appelle goodsong.club. En fait, c'est un site où les gens, n'importe qui, peuvent venir, même vous si vous voulez, et recommander une musique en écrivant éventuellement pourquoi vous recommandez cette musique, pourquoi vous l'aimez. L'ambition de ce site, c'est un peu de contrer en fait les recommandations par algorithme que vous avez sur tous les sites de musique, donc Spotify, Deezer, etc. Et ça vous permet de découvrir en fait des chansons dont vous entendriez jamais parler sinon, parce que c'est pas forcément des chansons qui sont destinées à vous plaire ou qui correspondent à vos goûts de manière générale. J'ai découvert dessus la chanson Electric Fish de Anna Frango et Letrico. Et c'est trop bien, c'est un peu jazzy et en même temps un peu loufoque. Bon, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une très bonne musique je trouve, donc je vous recommande d'aller écouter ça et je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur ce site parce que c'est toujours bien de s'ouvrir à d'autres horizons de temps en temps et de pas juste écouter ce que vous écoutez tout le temps ou ce qui ressemble à ce que vous écoutez tout le temps. Et sur ce, c'est tout pour ces favoris culturels du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez des petites recommandations qui vous donnent envie. Dites-moi ce que vous avez aimé, comme d'habitude, lire, voir, écouter, oui ma phrase est juste, ce que vous avez aimé lire, regarder, écouter au mois d'octobre, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.